Bonjour Arthur Kos, Eh ben bonjour. et merci d'avoir accepté de participer à cette première vidéo pour moi. C'est pas ton premier galop d'essai, mais pour moi c'est la première, donc merci beaucoup. Et donc aujourd'hui on va parler de choses assez tech finalement, et pas très proches de mes sujets à moi de prédilection, quoique justement. On va voir à quel point on va pouvoir faire un lien entre les deux. Mais avant toute chose, je voudrais, si tu veux bien, qu'on se prête à un petit jeu où je vais te poser donc 10 questions. Toi, tu vas essayer d'y répondre le plus vite possible. Et t'inquiète pas, si t'as pas le temps d'approfondir, on aura le temps après dans l'interview d'aller un peu plus loin si on sent que c'est intéressant. Et puis ensuite, on parlera de la thématique qui nous rassemble aujourd'hui, si tu veux bien. Ouais, bah pas de souci, hein. Allez, go. Cool. Allez, bah alors très rapidement, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que dans la spiritualité, nous on appelle qui es-tu dans ton incarnation? Moi, moi j'ai 30 ans, je fais surtout de la tech et de l'investissement, on va dire. J'aime bien comprendre comment les mécaniques du monde marchent. Voilà, c'est mon truc. Et construire, on va dire, c'est deux trucs qui m'animent, on va dire. Si on devait parler de ma spiritualité, c'est plutôt celle-là. Si on parlait d'un point de vue plus profond, peut-être que je dirais que ce qui m'anime en tant qu'homme, c'est l'amélioration de l'humanité à travers la technologie. Donc, c'est vaste. Mais je pense que c'est plutôt ça. J'ai été bercé par tout ce qui est un peu la science-fiction, etc. Et je pense que je fais partie des hommes qui pensent que la technologie peut beaucoup vous aider. Alors peut-être aussi parce que je suis handicapé et donc du coup, forcément, avoir des lunettes, des trucs comme ça, des outils, ça t'aide à vivre. Donc je l'ai peut-être plus vécu que d'autres, ce point-là. Mais voilà, en deux phrases, à peu près le truc. Super, top. Moi, je précise que tu as un handicap visuel qui est pas flagrant quand on le sait pas, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Alors, sur une échelle de 0 à 100, 0 étant Nietzsche, 100 étant Jésus, à quel point tu crois que tu as une croyance en quelque chose de magique ou de divin? Ah, moins 50. Pire que Nietzsche. Non, non, mais oui, non, je suis très cartésien dans l'aspect réflexion. J'ai pas de croyance religieuse poussée sur l'être supérieur. Pour moi, il existe que des hommes. Enfin, il peut exister d'autres choses que des hommes d'ailleurs. Enfin, c'est de forte probabilité si on regarde ce que la science nous dit par rapport à la taille de l'univers, etc. Mais voilà, je ne dis pas qu'il y ait de supériorité, même si voilà, on va dire que dans toute mon éducation, moi j'ai fait plutôt une éducation à la Silicon Valley, donc avec des gens très tech et voilà, tout ce qui est la singularité, etc. Il y a un grand débat, mais qui dans ma tête est un peu un débat profond que j'ai avec certains potes de temps en temps, c'est est-ce qu'on serait pas dans une simulation, tu vois, dans lequel, au final, on serait ni plus ni moins que des petits rats de laboratoire, mais parce qu'on serait avec voilà, on serait dans un ordinateur et on serait ni plus ni moins qu'une virtualisation d'un monde, voilà. Mais ça me fait même pas dire qu'il y aurait un être suprême, c'est juste qu'il y aurait une autre civilisation qui jouerait avec nous, voilà. Mais bon, j'évite de penser à ça parce que quand tu commences à aller là-dessus, on peut faire des discussions qui durent des heures. Vous verrez une super interview d'Elon Musk qui dit qu'avec son frère, il arrête de parler de ça parce que sinon, il y passe des heures et ça n'a aucune plus-value. Donc, moi, c'est un peu la même chose et c'est un truc qui est assez courant dans la Silicon Valley, on va dire. Génial. Ben, peut-être on y reviendra peut-être quelques minutes parce que c'est intéressant. Ça rejoint aussi des idées qui circulent dans le courant spiritualiste, mais pas du coup pas forcément une réalité virtuelle avec des technologies qui nous manipuleraient, mais peut-être plus des divinités. On verra. Qu'est-ce que tu penses de l'après la mort? Est-ce que c'est le néant ou est-ce qu'il y a quelque chose selon toi? Ah, pour moi, c'est le néant et c'est ma plus grande peur. Voilà. D'accord, très bien. Comme beaucoup de la Silicon Valley, je pense que technologiquement, le but de beaucoup d'acteurs de la Silicon Valley, et c'est en ça qu'on est peut-être un peu vu comme des fous par les autres, etc., c'est combattre le problème ultime qui est la mort. Voilà. Le jour où on aura combattu la mort et on aura dépassé la mort
on aura atteint un seuil d'évolution pour nous de l'humanité qui est excessivement important. Voilà. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Ok, très bien. Sommes-nous seuls sur Terre et dans l'univers, Arthur? Alors sur Terre, sûrement. Enfin, seul. Non, tu as les animaux, tu as plein de choses, voilà. Mais je pense pas qu'il y ait une autre espèce sous l'eau, enfouie ou au milieu de du plasma, etc. Par contre, dans l'univers, scientifiquement, si on fait appel aux mathématiques, la probabilité qu'il y en ait d'autres est très très élevée. Après, la probabilité qu'ils soient plus développés, moins développés, etc., ça, c'est encore d'autres typologies de questions qui sont des questions un peu plus complexes, mais il y a sûrement d'autres personnes dans l'univers, ça c'est clair. Merci. Est-ce que tu penses que la lumière a gagné? Ou une autre façon de le dire, c'est est-ce que tu penses que ça va aller ou est-ce qu'on est foutu? Alors, moi, je pense qu'on va mieux qu'il y a 100 ans et qu'on va moins bien que dans 100 ans. Voilà. Moi, ma vision, c'est qu'on avance toujours et que les choses vont dans le bon sens, mais au niveau macro. Donc, forcément, au niveau micro, tu as plein de petites choses qui vont te poser plus de problèmes qu'il y a un certain temps, etc. Mais si tu te poses, en fait, moi, c'est ce que je fais avec certains de mes clients, comme ça, quand ils sont un peu avec des visions, je vais dire, par rapport à nos autres activités d'avant, trop béchadiennes. Euh, Tu préciseras après, mais on se pose sur un tableau blanc, on marque tous les trucs qu'on trouve qui allaient mieux il y a 20, 30 ans et tout ce qu'on trouve qui va moins bien maintenant et on essaye de voir si c'est vraiment le cas. Et souvent, on se rend compte que quand même, la plupart des gens préfèrent vivre dans le siècle de maintenant et dans l'instant de maintenant que dans l'instant d'il y a 30 ou 40 ans. Même s'il y a des trucs qu'on peut préférer, mais attention parce que on voit surtout le côté positif. La dernière fois, je le faisais. Hein, euh, et c'était intéressant. Quelqu'un me disait, oui, mais tu comprends, il y a 40 ans, on s'amusait plus, etc. Et je lui disais, OK, c'est vrai, on s'amusait plus. À la télé, c'était plus fun, il y avait moins de limites. Voilà, tu avais tous les gens comme Gainsbourg à la télé, etc. Et c'était une autre époque. Mais est-ce que c'était vraiment 100% mieux parce que c'était aussi une époque où il y avait, pour les femmes, c'était très compliqué. Voilà, on va pas se mentir. Quand tu vois Gainsbourg, ce qu'il fait chanter à certaines jeunes femmes ou ce genre de choses, voilà, moi, j'aime bien, c'est des chansons qui me plaisent, etc. Mais réellement, la plupart de ces femmes, elles n'étaient pas conscientes de ce qu'elles chantaient et elles n'étaient pas OK avec ça. Donc, il faut essayer de prendre le truc dans la vision longue. Et c'est vrai que si tu le prends dans la vision longue, si tu essayes d'aller un peu au-delà de ton propre moi où tu t'amuses sur un coup extrêmement petit, etc. Bon, bah voilà, t'as quand même l'impression que le monde de maintenant est un peu meilleur et qu'on essaye de plaire à un peu plus de monde maintenant qu'il y a un certain temps. Très bien. Merci. Est-ce que du coup, en parlant d'époque, est-ce que tu te sens bien dans cette époque? Est-ce que tu penses que tu es adapté à ton époque? Sur certains points, oui, sur d'autres, non. Mais je pense que ça, c'est le cas de tout le monde. Je pense que par exemple, moi, je suis un gros, je suis un mec qui fait beaucoup la fête. Je vais à Monaco, à Cannes, machin. J'ai besoin de, je fais beaucoup de travail. Mon travail, c'est quasiment que de la réflexion. Voilà. Même dans tout ce qui est construire, etc. C'est jamais moi qui vais construire au niveau micro. Moi, c'est toujours la réflexion de la construction. Donc, c'est très, très intellectuel. Donc, j'ai besoin à certains moments de déconnecter un petit peu. Et ma façon de déconnecter, bah, comme je suis un dragueur, comme je suis un machin, que j'aime la bouffe et tout ça, c'est les soirées, les machins, les trucs comme ça. Donc forcément, c'est sûr que quand je vois ce qu'on faisait dans les années 60, 70 et tout ça, je me dis, putain, les soirées de ces années-là, c'était plus calme. Voilà, tu pouvais te balader, machin. Il y avait des danseuses en foufou, c'était machin. Maintenant, tu vas en boîte, il faut que tu fasses attention parce que si tu touches la fille d'un peu trop près, ça peut poser des problèmes, etc. Voilà, donc clairement, je me serais plus amusé sur cette époque-là. Après, il y a d'autres points où je suis plus dans mon époque, donc je pense qu'il faut faire avec. Il y a des choses qu'on préfère du passé et des choses qu'on aime du présent, mais je pense que surtout dans notre esprit, on a souvent la vision de ce qu'on préfère du passé et de on aimerait vivre comme à cette époque-là, comme machin, etc. Mais bon,
On est quand même plutôt fait pour notre époque la plupart du temps, mais on s'en rend pas compte. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'on n'ait pas la capacité de voyager dans le temps, parce que je pense que beaucoup iraient dans une époque, ils iraient pendant 2-3 semaines, et ils reviendraient maintenant et ils diraient ouais, alors c'est bien, mais méthode Club Med, c'est-à-dire 2 semaines par an en vacances, et pas trop, quoi. Carrément. Bah, justement, c'est ma question suivante, c'est est-ce que le futur est déjà écrit? Alors, je pense pas, parce que je pense qu'il peut toujours arriver des choses imprévisibles. Voilà. Surtout que maintenant, je pense qu'on n'est plus dans une époque d'imprévisibilité qu'il y a 5 ou 10 ans. On l'est moins qu'il y a 30 ou 40 ans. Voilà. Parce que je pense que ça, c'est un truc aussi qu'il faut se poser. C'est-à-dire quand on compare à l'époque où il y avait l'URSS, etc., c'était un monde très, très imprévisible, mais on le sentait peut-être moins parce qu'il y avait moins de médias, c'était moins au continu dans l'histoire et en train de vous raconter l'histoire. On l'est sûrement plus qu'il y a 5 ou 10 ans parce que maintenant, bon, il y a quand même les Iraniens, il y a quand même Kim Jong-un, il y a des gens aussi qui sont dans des pouvoirs un peu dictatoriaux et les pouvoirs dictatoriaux peuvent faire des choix qui sont contre-intuitifs. Voilà, la Russie, la Chine, etc., démarrer des guerres, tout ça. Donc ça peut t'amener un peu de visions qui font que c'est difficile de prévoir le futur. Après, je reste quand même ancré sur quelque chose, c'est que je pense que l'humanité dans son ensemble est toujours vouée à innover et que l'innovation va plus ou moins dans le même sens, c'est-à-dire c'est nous libérer du temps. Donc voilà, en rendant des tâches plus intellectuelles, plus automatisées, etc. Et en nous libérant du côté manuel de la tâche. Et je pense même que maintenant, on va se libérer de plus en plus du côté cérébral de la tâche avec l'intelligence artificielle, etc. Mais on va y venir. De combat. Effectivement, après, l'autre pan de cette innovation, c'est de se faciliter la vie de tous les jours. Et le dernier pan, c'est de combattre la mort, c'est-à-dire d'avoir une santé qui permet d'aller plus loin, d'être centenaire et après d'avancer, etc. Donc, c'est un peu les trois piliers de l'innovation. Et je pense que tout innovateur pousse un peu dans un des trois piliers. Alors après, avec plus ou moins de profondeur, avec plus ou moins d'importance dans le temps long. Voilà. Mais sinon, je pense que oui, on vivra mieux demain et on a une innovation qui est un chemin d'innovation qui est plus ou moins tracé, même si je ne sais pas que te dire qui va faire telle innovation de médecine ou tel truc, mais je pense qu'on sait à peu près dans quel sens on va aller, quoi. D'accord. Merci. Est-ce que tu as déjà eu dans ta vie, Arthur, des synchronicités ou bien des expériences un peu bizarres? Non, non. Très bien. Non, alors moi, il faut savoir que déjà, alors, sur tout ce qui est comme ça va être un peu compliqué parce que moi, par exemple, quand je dors, je me réveille le matin, c'est comme si c'était rien passé, quoi. Jamais j'ai vu de rêve, jamais j'ai. Tu te Et ça souviens a pas? toujours été comme ça. Non, non, je me souviens de rien. Et j'ai jamais eu, tu vois, même quand j'ai fait mes opérations super jeunes et tout ça, j'ai jamais eu le truc de la lumière blanche, les histoires comme ça, etc. Jamais. Donc là-dessus, je suis pas un bon client. Non, mais c'est super intéressant. Et puis ça coïncide un petit peu avec ce que tu nous dis et ton approche aussi de la vie, peut-être. C'est que du coup, t'es focus sur ce qui se passe ici, maintenant et dans le futur avec la tech. Et tu te soucies pas trop de ce qui pourrait se passer la nuit ou en dehors du décor, quoi. Bah, pour moi, la nuit, tu dors, quoi. Voilà. C'est Mais parfait. j'ai un côté robotique. Ma femme déteste ça, tu vois. Parce que ma femme, elle est médecin, mais elle déteste ça parce qu'elle, elle se met dans le lit, elle n'arrive pas à dormir. Moi, tu vois, je me mets dans le lit, je mets la télé, je vais mettre Bloomberg, je vais me mettre sur mon coussin. En 2 minutes 30, je dors, tu vois. J'ai pas de. C'est un peu comme un robot, tu vois. Moi, j'arrive, on me dit, ah, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réfléchir, c'est le moment de dormir. Boum, on appuie sur le bouton, on dort. Voilà. Ok, Je les pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'envient là-dessus. Avant-dernière question, Arthur. Qu'est-ce qui te fait monter en vibration? Qu'est-ce qui te donne la pêche et qui te donne envie de te lever le matin, justement? Ouais. Bah, l'innovation. C'est créer des nouvelles choses. Voir des nouvelles choses, me dire qu'on va créer des choses qui vont changer la vie des gens, etc.
ça m'excite au plus haut point. C'est vraiment le truc. Voilà, je pense que quand tu te réveilles le matin et quand tu te dis on va créer quelque chose ou on va aider à créer quelque chose qui va changer la vie de certaines personnes, voilà. Et changer la vie. Alors, je sais, beaucoup vont dire oui, l'innovation, voilà, les mecs, ils ont inventé Uber, ils ont inventé Airbnb, est-ce que c'est vraiment de l'innovation, etc. Bon, déjà, ça change la vie de certaines personnes, donc ça en est. Mais effectivement, on pourrait justifier que ce genre de choses, c'est de l'innovation périphérique. Mais après, il ne faut pas oublier toute l'innovation vraiment profonde qu'on est en train de mettre en place. Voilà, l'intelligence artificielle, c'en est d'une manière dingue. Internet, c'était aussi d'une manière dingue, ce genre de choses. Il y a plein d'innovations dans la santé qu'on a mis en place qui sont des innovations de rupture, qui sont extrêmement importantes. Donc voilà. Bah, du coup, on va en parler pendant cette interview, hein. Et là, donc, ma dernière question, c'est quel est ton mantra dans la vie? Est-ce que tu as quelque chose comme ça, une phrase ou une pensée, une philosophie qui revient souvent et qui te guide un peu, quoi? Pas vraiment. Pas vraiment. Je suis pas l'homme d'un dicton, d'un truc comme ça. Voilà. Après, il y en a plein, mais je n'ai pas vraiment de trucs Alors, parfaits, une autre quoi. question, ce serait, est-ce que tu as déjà eu des maîtres qui t'ont montré un peu ou que tu as qui t'as envie de ressembler ou qui t'ont montré Ah ouais, ouais. Non, non. Je pense que quand tu vis dans la Silicon Valley, tu as toujours des maîtres de pensée. Euh, alors, tu en as beaucoup. Tu peux avoir des maîtres de pensée plutôt un peu abscons. On va dire, c'est tous ceux qui sont dans la SF ou voilà, qui ont écrit des bouquins. On peut viser très, 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 très large, hein. Tu vas partir de Dune, tu vas aller vers des trucs comme Star Wars, etc. Tu en as énormément qui vont être variables. Donc, ça, c'est un peu le côté on va dire que tu développes un peu dans ton enfance quand tu es dans des typologies de personnes comme moi et que tu vois beaucoup à la Silicon Valley parce que ça meuble un peu ton enfance et tout ça. Et après, quand tu commences à venir dans le business, effectivement, tu as t'as des gens qui sont vraiment tes pères spirituels dans le business. Et là-dessus, ouais, il y en a pas mal. En France, il y en a aussi, hein. Moi, j'ai été beaucoup accompagné par Xavier Fontanet, qui était l'ancien PDG d'Essilor. Voilà. Donc, ça, c'est un bon père spirituel parce que pour moi, c'est quelqu'un qui comprend très bien l'entreprise et la stratégie d'entreprise de long terme. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours fait, voilà, ça m'a toujours plu, on va dire, parce que moi, je considère que la stratégie d'entreprise, c'est un peu comme une partie de jeu vidéo. Voilà, tu vas combattre les concurrents, tu vas essayer de faire mieux, tu vas te développer. Donc, moi, je la prenais vraiment comme un jeu vidéo au début. Et après, quand tu vois des gens qui ont eu des postes comme ça et qui te disent, moi, tous les matins, je me réveillais et je m'amusais à voir mon concurrent, savoir ce qu'ils allaient faire, comment j'allais pouvoir le battre, etc. Bah, tu te dis, ouais, en fait, c'est vraiment comme dans un jeu vidéo et t'as pas l'impression de travailler. Et moi, quand je suis comme ça, quand je vais dans une entreprise, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai un bon exemple là-dessus. Xavier Fontanet, il m'a fait entrer au Boston Consulting Group un petit peu. Je travaille pas là-bas, hein, mais de temps en temps, je fais des missions avec eux, etc. Et souvent, quand je rentre dans les boîtes, les mecs me disent, tu es totalement différent des consultants du BCG. Ouais, moi, je rentre dans une boîte, je vais regarder tout ce qui s'y passe, je vais m'imprégner vraiment de la boîte, et après, je vais dire, putain, ça, c'est pas bien, ça, faut changer, vous gagnerez, ça, machin, là, il y a ça, etc. Et en fait, tu vas passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça dépend de la boîte, etc., à tout regarder, à poser beaucoup, beaucoup de questions. Et après, tu arrives et tu peux tout analyser et dire aux gens, il faudrait changer ça, il faudrait qu'on discute de ça, etc. Mais c'est parce qu'en fait, quand tu rentres là-dedans, tu es comme dans un jeu, comme les enfants avec les jeux où tu mets le carré dans le carré, le rond dans le rond, etc. Et après, ça devient quasiment mécanique. Tellement mécanique que si tu parles à ma femme ça lui casse les couilles parce que quand je rentre dans un McDo ou quand je rentre dans un truc, je vais lui dire, ah, tu comprends, là, c'est pas bien, il pourrait faire ça et ça serait plus optimisé, le business, il marcherait mieux. Là, tu vois, ils sont quatre autour de la machine à frites, c'est pas bon. Là, ils n'ont pas mis la machine où il faut, donc les gens, ils peuvent pas faire la queue correctement et tout ça. Et c'est mécanique. Je rentre dans un truc, je me dis, putain, ça, c'est mal conçu. Les gens, ils sont pas à la bonne place là, donc on n'a pas optimisé le process, etc., etc.
Donc ça, c'est un vrai truc. Et là-dedans, on va dire qu'après, il y a tous mes maîtres à penser américains avec qui j'ai pas mal de discuté. Mais là, on rentrerait dans un... Il y en a toute une flopée. Voilà. J'ai beaucoup discuté, pour ceux qui connaissent aussi, Xavier Niel, ça a été un gros... Un mec où j'ai beaucoup parlé avec lui. Il y a eu Oussama Hamar aussi. Aux US, il y en a eu pas mal hein, qui ont été des maîtres à penser, mais c'est des gens que la plupart de ton. Enfin, il y a des grands patrons de la tech US, voilà, que certains connaissent, hein, voilà, Mark Zuckerberg, ce genre de choses. Satya Nadella, pour moi, par exemple, si je devais citer deux patrons qui pour moi sont au-dessus du lot, mais très très loin, c'est Satya Nadella et Mark Zuckerberg. Pour moi, c'est deux mecs qui vraiment, dans leur vision, compréhension du futur, etc., ils sont très très loin. Si on devait comparer, je pense que on deviendrait sur Bill Gates un peu avant, mais qui a un peu perdu ça et, euh, et comment il s'appelle et Jeff Bezos. Elon Musk en est aussi un peu un, mais il est dans une gamme un peu différente et voilà. On va dire que il y a un peu des chiismes. D'ailleurs, on va en parler dans la Silicon Valley plus tard. Ouais. Et le clan un peu Elon Musk, etc., c'est un schisme qui est important. Après, pour tes auditeurs, un mec qui connaissent bien aussi et qui pour moi a été très important, avec qui j'ai discuté plusieurs fois, etc., et qui est vraiment un mec qui a un peu construit aussi ma vision cérébrale et ma vision de l'avenir, c'est comment il s'appelle? C'est le cofondateur de PayPal avec Elon Musk, Ah oui, Peter Thiel. Voilà. Peter Thiel. Voilà. Bon, après, je vais parler 4-5 fois. Hein. C'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus mon Bah, pote, on va dire. c'est déjà plus que la moyenne des gens qui nous regardent, je pense. Oui, oui, voilà. Mais bon. Mais c'est sûrement un mec qu'ils vont pas aimer parce que Thiel, il est vraiment dans l'extrême de l'extrême. Voilà. Dans tout ce qui est Bah, transhumanisme, etc., il est poussé très, très loin. on va en parler justement, il est aussi dans le mouvement dont on va parler maintenant. Bon, Arthur, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. On va passer à la deuxième partie de l'entretien, donc, sur la thématique que tu m'as proposée, et donc qui est justement sur le schisme entre effectif altruisme et effectif accélérationnisme. Donc c'est une bataille qui fait rage depuis quelques années. Bon, on en entend parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, etc. Moi, j'ai fait quelques petites recherches parce que je t'avoue, je n'étais pas au courant de cette bagarre, de cette bataille, qui part de la Silicon Valley, qui est très, 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 qui intéresse beaucoup les gens de la tech, hein, surtout. Mais en même temps, on verra qu'on peut en tirer des enseignements et des idées qui concernent notre mode de vie, qui concernent notre futur, notre façon de voir le monde et l'avenir et comment on utilise les ressources, comment on va dans le bon sens aussi, comment on essaye d'amener la société à faire du mieux et enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc, est-ce que tu veux peut-être, toi, m'expliquer déjà pour commencer pourquoi tu voulais parler de cette thématique-là et peut-être la résumer avec tes mots? Bah, parce que je pense que c'est une thématique qui est mise sur l'avant avec l'histoire de OpenAI en ce moment, parce que le schisme et le fait que Sam Altman soit viré, c'est vraiment quelque chose qui découle de ça, d'accord. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un schisme qui est aussi intéressant parce que c'est deux courants de pensée qui sont là dans la Silicon Valley depuis un certain temps, qui découlent de tous les courants de pensée qu'on a créés dans les années 90, 80, 2000, avec le transhumanisme et avec les risques que ça comporte. Donc je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que même si tout ne se construit pas dans la Silicon Valley, et je ne suis pas ceux qui disent que voilà, le centre du monde est la Silicon Valley, etc. Non, d'autant ça l'est de moins en moins en plus, parce que en elle-même, Los Angeles et les villes autour sont des villes qui sont de plus en plus difficiles à vivre, d'accord.
Donc, il y a de plus en plus de gens qui s'exportent, on va dire, et qui vont se mettre ailleurs. Mais ça reste un endroit où tu as une concentration de talent et de réflexion qui est extrêmement forte. Donc, voilà. Il n'y a pas de hub comme ça sur la planète équivalent à l'heure actuelle. Il y en aura peut-être plus tard, mais pour le moment, il n'y en a pas. Et c'est intéressant de comprendre un peu comment, à cet endroit-là où il y a une telle innovation, une telle concentration de capital, etc., qu'est-ce qui les drive quel est un peu, je ne veux pas dire leur religion, parce que c'est clairement pas une religion, mais quel est le mindset intellectuel et la norme intellectuelle qui drive ces personnes-là. C'est quelque chose d'assez intéressant. Surtout que certains pourraient dire que c'est quasiment une secte ou quasiment une religion. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour ton public, même si je pense que c'est pas des gens qui partagent ce genre d'avis-là, etc. Mais c'est intéressant de les comprendre, quoi. Alors, moi, la manière dont j'ai compris les choses, et tu m'arrêtes si je me trompe, Arthur, c'est que en gros, aujourd'hui, comme il y a 20 ans, la grosse révolution technologique, c'était Internet, et ça a tout chamboulé. Là, aujourd'hui, tout le monde s'attend à ce que l'IA, l'intelligence artificielle, arrive et fasse une révolution au moins aussi importante que ce qu'était Internet à l'époque. Et du coup, dans la Silicon Valley, ils sont pas là en train d'attendre de voir ce qui va se passer comme nous. Ils sont carrément les mains dans le cambouis et puis la tête dans le guidon et puis à se poser des questions vraiment sur qu'est-ce que ça va devenir et puis comment bon, appréhender ce changement-là, qui seront les acteurs de demain et surtout euh, comment on utilise cette IA pour le bien de l'humanité. Donc ça, c'est la première grosse question. Et puis, il y a une question importante aussi, qui revient souvent, c'est le risque associé au développement de l'IA, parce que il y a cette idée que l'IA, un jour, va dépasser, c'est déjà le cas, l'intelligence humaine, mais surtout, elle va prendre le contrôle sur les humains, parce qu'elle sera tellement capable d'auto-progresser, de s'auto-alimenter, etc., etc., que, voilà, il y a ce risque-là, et du coup, il y a deux courants qui sont en train d'émerger de ça. Il y a donc les effectifs altruisme qui, eux, veulent utiliser l'IA dans un cadre capitalo-tech pour aider l'humanité en prenant des ressources quelque part et en les allouant à des causes et à de la philanthropie et tout ça, mais avec un système où on va faire attention à ce que l'IA ne déborde pas et elle ne mange pas. Je résume. Et les autres, qui sont les effectifs accélérationnistes, qui disent ouais, nous aussi, on est philanthropique, nous aussi, on veut le bien de l'humanité. Mais par contre, nous, on veut pas de contrôle, on veut pas de centralisation des pouvoirs, on veut pas de trucs comme ça. Nous, on est un peu les libertariens de l'histoire et on veut que les choses se fassent un peu plus naturellement et sans domination de quiconque ou de quelque institution que ce soit. Parce que sinon, ça va créer du chaos et ce sera pas bon. Donc voilà, c'est une façon de résumer les choses. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors déjà, c'était là déjà avant l'intelligence artificielle. Euh, le premier schisme entre effectif altruisme et effectif accélérationnisme. Donc les altruistes, c'est plutôt des gens qui vont dire que l'État a une fonction de contrôle de l'innovation, qu'il faut qu'elle l'exploite, et qu'à travers l'innovation, on peut aussi allouer plus efficacement des ressources, et que parfois, il ne faut pas faire le choix de l'économie capitaliste, mais parfois, il faut faire le choix de l'allocation optimale des ressources. Donc voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, les effectifs altruisme, c'est des gens qui essayent un peu de mixer communisme avec capitalisme sous couvert de bien-pensance. Voilà. En se disant que celui qui est le mieux à même de faire ça, il s'appelle l'État et qu'il faut accompagner l'État dans sa décision, lui donner des informations, lui donner des modèles, des process, etc. Voilà. Et qui sont un peu pour une gouvernance, on va dire, mondiale, parce que pour eux, par exemple, si allouer du capital, c'est plus intéressant de le faire en Afrique parce que ça va développer les Africains et ils vont gagner plus en espérance de vie que si on alloue du capital aux États-Unis et qu'on grappille 2 semaines d'espérance de vie, bah faut faire le choix de l'Afrique. Voilà. Donc c'est un courant de pensée qui est
qui est comme ça depuis longtemps. C'est un courant de pensée qui est très universitaire à la base, d'accord, qui s'est un peu développé dans les entreprises après. Voilà. Le plus bel exemple du développement de ça, tu l'as chez Google avec le mantra Don't be evil. Voilà. C'était un mantra qui était très, très amené par l'altruisme. Il faut savoir que si c'était amené par l'altruisme, c'était intéressant parce que Google est un vrai un peu centre de recherche de ce schisme altruisme accélérationniste. Le mantra Don't be evil, etc., il a été amené par les deux patrons, Larry Page et son collègue. Mais ces deux patrons aussi qui ont amené les plus grands chercheurs dans le transhumanisme, qui eux, pour le coup, sont vraiment des purs accélérationnistes. Parce que la plupart de ces gens-là, ils te disent oui, sur la santé, la FDA, ça ne devrait pas exister parce que quand on est sur des maladies, on risque de mourir dans les 6 mois. Il faudrait qu'on puisse faire n'importe quel truc si les gens sont prêts à essayer, etc., pour qu'on fasse avancer la médecine plus vite. Voilà. C'est très connu, hein, l'ancien chef de l'ingénierie de Google, qui était un des plus gros penseurs de l'accélérationnisme. C'est un des premiers acteurs à incorporer une puce RFID dans le doigt, je crois, ou dans la main, je ne sais plus. Voilà. Donc, c'est des gens qui sont vraiment. Et il y avait ces deux entités-là, mais on va dire l'entité plutôt de recherche très poussée de Google, donc tout ce qui était Google X, etc., c'était plutôt des accélérationnistes. Voilà. Et tout ce qui était Google classique, Google le Church, etc., c'était plutôt des altruistes avec la vision, on va pas trop faire le mal, etc. Même si ça reste quand même des mecs qui voulaient conserver comment ça s'appelle, leur monopole. Donc on est altruiste, mais bon, quand même, il faut bien gagner sa vie, pouvoir aller dans l'épicerie bio où les bananes sont à 25 € le kilo, etc. Hein. Faut pas déconner quand même. Ça reste la Silicon Valley. C'est de l'altruisme, mais on est de gauche, mais on gagne 800 000 € par an minimum. On a acheté dans la Silicon Valley à l'époque où les maisons valaient rien, etc., quoi. On Donc, dit charité bien ordonnée commence par soi-même. ouais, voilà. Mais après, il faut pas l'en vouloir à ces gens-là. Moi, je le prends avec rigolade parce que j'ai vécu avec ces gens-là. Mais en fait, c'est des gens qui sont tout simplement déconnectés du système. Ils aimeraient que tout le monde puisse vivre comme eux, ce qui en soi est quelque chose de vachement bon, tu vois, dans l'humain. Je comprends qu'un mec, une nana qui a 28 ans, qui fait 1 million chez Google, qui a pas de problème, qui a son chien, sa grande maison, qui peut manger bio matin, midi et soir, qui a la salle de sport et qui peut s'arrêter à n'importe quel moment, prendre 30 minutes pour aller faire un peu de course et qui pense à sa santé et tout ça, se dit ça serait bien que tout le monde dans la planète puisse vivre comme moi. Bon, après, il y a un principe de réalité et la plupart de ces gens-là, ils y sont pas connectés, quoi. Donc, c'est un peu compliqué, mais ça reste c'est des humains qui sont attachants, quoi. En Parce fait, c'est que, intéressant. ouais, C'est vas-y. parce que déjà, je trouve que l'intention de base, elle est louable. Et puis, il y a un côté effectif aussi dedans, dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a une volonté vraiment d'être performant dans cette philanthropie. Et on en parle comme ça, comme d'un truc un peu théorique, mais il faut savoir qu'ils ont quand même déjà réussi à déplacer des milliards de dollars dans des pays, dans des causes et tout ça. Donc, ça a un Ah, vrai ils ont, impact quand même. Non, non, mais dans les altruistes, il faut pas voir les altruistes, comme je viens de le dire, que comme les fondus, les mecs qui mangent des graines de chia, machin, qui ont une maison à 1 million et qui se disent, moi je suis de gauche, j'aimerais bien que tout le monde ait la même chose sans rien faire. Non, non, ça reste des gens qui sont brillants. Moi, je pense que on peut pas donner la même qualité de vie à tout le monde actuellement, c'est impossible. Voilà, même si on faisait les choses correctement, etc., ce serait compliqué. Et je pense même que pour l'humanité, ce serait compliqué parce que donner la même qualité de vie comme ça serait un peu rentrer dans le communisme. Or, on a vu qu'à chaque fois qu'on disait qu'on partageait correctement les ressources équitablement, etc., et qu'on essayait d'avoir le meilleur, au final, ce n'était pas vraiment des choses qui marchaient optimalement.
Voilà. Mais ça reste des gens qui ont réussi à faire des choses exceptionnelles, hein, parce que dans les altruistes, tu as beaucoup de gens qui ont été dans les fondations Bill et Melinda Gates. Hein. L'idée des vaccinations contre la polio de Bill Gates, etc., c'est purement des idées qui découlent en partie de certaines personnes qui sont dans l'effectif altruisme, avec l'idée qu'on peut faire mieux que l'État parce qu'on n'a pas les problématiques de l'État, mais il faut travailler avec les États, avec les associations, avec l'ONU, mettre beaucoup de capital à certains endroits et qu'on peut combattre totalement des choses, etc. Et sur la polio, c'est plutôt pas mal, hein, parce que pendant des dizaines d'années, la fondation Bill et Melinda Gates a quasiment réussi à éradiquer la polio. Alors la vérité, c'est que maintenant, ça reprend un petit peu parce qu'ils ont plus de mal à vacciner dans certains pays et qu'il y a des pays dans lesquels même la fondation Bill et Melinda Gates est plus bienvenue maintenant. Pour malheureusement plein de raisons. Hein. Il y en a, il y a des raisons extrêmement poussées. Une des raisons qui fait que aussi il y a toujours des petites histoires, et c'est une petite histoire dont on vous parle pas souvent en Europe, mais qui est réelle. C'est que par exemple la fondation Bill et Melinda Gates a beaucoup de difficultés, et Bill Gates en veut beaucoup à Peter Thiel et à Palantir. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que Palantir, pour trouver Ben Laden, ils ont pris énormément de données. Et en fait, ils ont fini par dire à un moment, il y a plein d'endroits où il peut y avoir Ben Laden. D'accord? Donc, il y avait plus de 700 endroits à peu près qui étaient donnés à la CIA sur lesquels des zones où pouvait y avoir Ben Laden. Et Palantir a dit à la CIA, bah, si vous voulez avancer là-dedans et trouver, on vous conseille de faire quelque chose. Vous faites des campagnes de vaccination et vous allez cibler les endroits où c'est les plus durs et où les gens ne veulent pas vous répondre. Et il y a plus de chances que ça soit là. Et ils ont réussi à diminuer à une quarantaine ou une trentaine, je ne me souviens plus exactement, d'endroits. Et là, après, ils ont placé des mecs qui sont restés des mois et des mois à surveiller. Et ils ont fini par trouver la bonne planque et ils ont réussi à le choper. Voilà. Et du coup, ça a créé énormément de défiance dans certains pays et sur certains types d'acteurs. Et en fait, il suffit qu'il y ait une petite portion de la population qui ne se vaccine pas, et puis après, tu perds toute capacité d'enlever totalement une maladie comme la polio. Donc voilà. Et voilà, ça fait des chiismes. Et il y a plein de petites histoires comme ça dans la tech de gens qui sont un peu frités sur des phénomènes comme ça. Donc, Il y a beaucoup de questions éthiques aussi sur le fait que est-ce que ces fondations-là ont le droit de tester des choses sur des populations? Est-ce qu'elles ont le droit d'utiliser toute leur science et leur technologie alors qu'on n'est peut-être pas encore prêt totalement aujourd'hui à les utiliser? Enfin, il y a quand même beaucoup de questions. ces fondations ont énormément de pouvoir. Elles ont été drivées pendant longtemps par des altruistes. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'accélérationnistes qui commencent à s'y mettre dedans. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est des vrais contre-pouvoirs avec des capacités à déplacer énormément de capital et à avoir des idées bien précises. Et voilà. Pourquoi est-ce que toutes ces fondations ont été mises en place par des altruistes pour la plupart du temps? Parce que l'idée, c'était on va allouer le capital mieux que l'État en faisant appel à de la technologie. On va mettre beaucoup d'argent sur des micro-problèmes, mais on va le résoudre à l'échelle de l'humanité. Voilà. Et Bill Gates, c'est ça. La polio, il a mis, je crois, 30 milliards sur la table sur quelques années pour aller vacciner partout dans le monde. Voilà. Alors après, est-ce que c'est intéressant de mettre 30 milliards sur la table pour vacciner dans la polio? Est-ce qu'il y avait quelque chose de mieux à faire dessus? Est-ce que. Voilà. C'est des questions qui sont un peu sans réponse. Et après, tu peux te demander, est-ce que c'est à lui de décider que le problème à résoudre, c'est ça? Est-ce que c'est à lui de décider qu'il faut vacciner? Voilà, il n'y a pas de réponse claire, quoi. Il y a pas de la vraie problématique dans l'altruisme de ces entités-là, c'est que c'est des entités pour lesquelles tu votes pas. Voilà. Donc c'est pas la communauté qui décide, c'est
quelques acteurs altruistes autour de la table qui vont mettre beaucoup de leur capital et qui vont l'allouer optimalement. Après, est-ce que tu peux dire que ces gens-là n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent de leur capital? On rentre dans des trucs toujours un peu complexes. Et tu as la même chose avec les activismes. Sauf que les activismes, c'est encore pire, vu que eux, leur idée sous-jacente, c'est qu'il faut innover encore plus et encore plus rapidement que maintenant pour réussir à avoir l'humanité qui continue à avancer et pour résoudre des problématiques clés comme des problématiques d'environnement, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce schisme d'altruisme et d'accélérationnisme, il existait chez Google et il a été incubé chez Google. Et après, il est arrivé aussi un peu chez la fondation Bill et Melinda Gates. Mais le premier schisme qu'on a vu, c'était il y a 5-10 ans. D'accord, avant l'intelligence artificielle, il est arrivé avec une science bien donnée. C'est tout ce qui est la science du génome, avec tout ce qui est CRISPR-Cas9, toutes ces technologies-là, la capacité à faire des bébés éprouvettes et tout ça. Parce qu'aux États-Unis, il y a tout un pan de la recherche qui s'est levé et qui a été voir le régulateur et qui a dit non, mais ça, c'est dangereux. Il faut qu'on réfléchisse psychologiquement, sociologiquement, etc., aux impacts. Et on ne peut pas faire. Il faut bloquer la recherche le temps qu'on réfléchisse aux tenants et aux aboutissants. Et c'était la première vraie victoire des altruistes, entre guillemets, avec une réglementation extrêmement dure en Occident. D'accord ? C'était vrai qu'en Occident. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a changé récemment aussi, ces 2-3 dernières années. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en Occident, on avait mis des normes très carrées, très strictes, mais qu'ils n'avaient pas mis ces normes en Asie, surtout, en Chine, en Russie et dans d'autres pays. Et que si on se met des normes très strictes en Europe et qu'on dit l'innovation, on n'a pas le droit d'aller sur ce terrain de jeu-là parce qu'on considère que c'est dangereux, si les autres peuvent y aller, au final, les gens qui veulent vraiment travailler sur ça, ils prennent leur valise, ils vont ailleurs et ils travaillent dessus. Et est-ce que au final, c'est pas mieux d'avoir des gens qui travaillent sur ces technologies-là dans des universités européennes, dans des boîtes américaines, etc., qui ont un minimum de cadres, d'accord, avec des gens qui vont sécuriser, des avocats, enfin toute une structure hiérarchique, plutôt que de les laisser aller en Chine ou en Russie, où tu peux dire que la structure hiérarchique est quand même beaucoup moins établie et beaucoup moins claire, parce qu'en gros, tant que le bonhomme en haut dit que la recherche qu'ils font, elle est bonne et qu'elle peut avoir des trucs intéressants, tous les cadres, ils disent on y va. Voilà. Et c'est le bonhomme en haut et les quelques bonhommes en haut qui prennent la décision. Or, ces bonhommes-là, est-ce qu'ils vont dire on va arrêter l'étude clinique parce qu'il y a des gens qui meurent un peu bizarrement dans la douleur, etc. Pas forcément. Donc, ça avait été un des premiers schismes déjà parce qu'on est un peu revenu en arrière et toutes les agences de médicaments, mais même les États sont revenus un peu dessus et ont permis beaucoup plus d'innovation sur ces segments-là parce que cette innovation, elle avait lieu en Asie et elle commençait à être un petit peu dangereuse. Et l'idée aussi de beaucoup d'accélérationnistes qui veulent pas aller en Asie, etc., c'est que justement, il faut pas mettre trop de barrières pour que l'innovation puisse se faire en Europe et aux États-Unis où il y a quand même des normes, d'accord ? Et on respecte quand même ces normes. Et on a quand même de la presse qui contrôle, qui va faire des histoires en disant c'est terrible ce qui se passe dans les laboratoires de telle boîte, voilà, etc. Donc il y a des contre-pouvoirs qu'il n'y a pas dans les autres entités. Et du coup, si tu veux, l'idée de ces gens-là, c'est qu'en ayant ces contre-pouvoirs-là et en faisant chez nous, on a quand même un minimum de contrôle, tout en poussant de plus en plus dans l'innovation. Et ça permet de contrebalancer un peu le pouvoir de ces États totalitaires, parce qu'il y a tout un courant de pensée aussi qui existe et qu'on entend de plus en plus, qui dit que les États totalitaires seraient mieux foutus pour le monde qui nous arrive, un monde très technologique, etc. Voilà, c'est tous ceux qui ont des courants de pensée un peu, ouais, la Chine, finalement, ça marche pas si mal, il y a la sécurité, machin, etc. Enfin bon, bref. Je pense que ces gens-là ne sont jamais vraiment allés en Chine, mais bon, c'est encore un autre débat. Ouais.
Mais non, enfin, tout ça est hyper intéressant. Moi, du coup, j'ai plein de questions à te poser, mais par exemple, par rapport aux altruistes, qu'est-ce que tu penses de cette façon? Parce que finalement, c'est une façon un peu de technocratiser la philanthropie, quoi, avec des C'est méthodes ça. très claires, avec des objectifs très clairs. Parmi les concepts clés de l'altruisme, il y a notamment la neutralité des causes. Donc, on choisit des causes qui ont un impact important plutôt que des causes avec lesquelles on a des affinités ou des choses comme ça. Il y a également le choix de carrière où, alors, par exemple, on va pousser des gens à gagner énormément d'argent pour pouvoir utiliser cet argent dans les causes qu'on défend, même si quelque part, on peut se poser la question de la manière dont ils vont gagner cet argent, quoi. Donc, et c'est d'ailleurs le cas de Bankman-Fried, le gars qui travaillait, pour ceux qui ne savent pas, c'était un entrepreneur qui travaillait dans les cryptos, un milliardaire qui avait généré énormément, Ouais. enfin, énormément d'argent. Et puis finalement, enfin, je sais pas, tu pourras en parler mieux que moi, quoi. Mais au final, finalement, on se demande s'il n'y a pas un peu Il, de. ouais, Sam, c'est un exemple de l'altruisme, mais je pense que là, chez Sam, tu as un côté menteur compulsif, etc. Et donc, tu as une notion un peu Ouais, psychologique derrière qui correspond. On va rentrer dans l'extrême de l'altruisme avec plein de fonctions. C'est un mec qui était vraiment, voilà, il voulait le pouvoir, il voulait le machin. Je pense pas que ça soit un mec qui représente vraiment les altruistes. le Voilà. problème, Arthur, c'est là où je voulais en venir, c'est que en fait, quand tu as le pouvoir qui est concentré entre les mains de quelques personnes, et c'est un peu le problème qu'on a dans toute centralisation de pouvoir, finalement, c'est que quel est le garde-fou pour éviter qu'il y ait de la corruption ou justement des gens qui peuvent pas s'empêcher ou qui deviennent fous à cause du pouvoir. C'est quand même des gens qui ont un impact sur le monde qui est colossal, qui financent des universités, des think tanks, voilà, des travaux de recherche, qui créent de la pensée. Enfin, c'est énorme. Et ces gens-là, comment on fait pour être sûr qu'ils vont pas, même Bah, si eux, ils estiment qu'ils vont créer une charte, une éthique et tout ça, mais on n'en a pas la garantie, quoi. l'idée en fait des altruistes, c'est qu'il y a l'État qui est au-dessus et qui met la norme. Voilà. Et leur but, c'est que l'État mette de plus en plus de normes et, comme tu l'as dit, technocratise la science et fasse les bons choix, etc. Mais en fait, dans les altruismes, tu vas avoir X sous-modèles, comme dans les accélérationnismes, avec plein de petits courants de pensée. Donc, si tu veux, c'est très compliqué parce que c'est un domaine de pensée général. Et ce qu'on est en train de voir depuis un certain nombre d'années dans la tech, c'est une explosion des sous-domaines de pensée, avec plein de petits courants. C'est-à-dire, au début, tu avais quelques acteurs qui étaient très drivés par la science-fiction, etc. On est arrivé avec un grand courant de pensée qui est le transhumanisme, un autre grand courant de pensée qui était la philanthropie. Et en gros, tu avais ces deux courants de pensée. Tu avais ceux qui investissaient en se disant, putain, faut qu'on vive le plus nombreux, le plus vieux possible, etc. Ceux qui disaient, faut qu'on fasse le bien. Et puis, en gros, t'en avais qui étaient un peu au milieu. Genre, pendant longtemps, Bill Gates a été un peu au milieu. Les mecs de Google étaient un peu au milieu. Tu peux dire que, par exemple, le mec de Amazon, il était plutôt courant transhumaniste. Tu peux dire que Elon Musk et Peter Thiel étaient plutôt courant transhumaniste, etc. Enfin bon, bref. Voilà, il y avait ces deux courants. Et puis après, ces deux courants, ils ont un peu fusionné. Ils ont créé deux courants, sous-courants qui sont l'accélérationnisme et l'altruisme. Et au sein même de ces sous-courants, il y a eu plein d'explosions, de petites explosions. En fait, il faut vraiment le voir comme une religion avec la religion musulmane ou la religion chrétienne, où on a créé plein de sous-églises différentes qui ont eu des visions. Ils sont issus du même cadre de pensée, mais au final, ils pensent le monde et ils pensent l'avenir un peu différemment parce qu'il y a des petites touches sur lesquelles ils sont un peu différents. Bah là, c'est la même chose. On est en train de vivre ce schisme de l'intérieur avec cette multiplication de sous-courants de pensée. Et je pense que intellectuellement, c'est très intéressant. Voilà, tu as aussi ceux qui essayent de mixer un peu les deux, c'est-à-dire ils sont accélérationnistes et altruistes, et ils disent que le bon truc, c'est sûrement le milieu. Moi, je suis un peu de ces gens-là, alors je suis peut-être un petit peu plus accélérationniste que altruisme,
Mais je me vois un peu comme ces gens-là. Tu as des gens qui veulent être vraiment pile au milieu. Bill Gates est vraiment vu comme quelqu'un qui veut être pile au milieu, voilà, et avoir un pied des deux côtés. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et après, comme tu le dis, c'est très compliqué parce que quand tu as du pouvoir, tu te rends même pas compte que tu as du pouvoir. C'est le principe du pouvoir. C'est-à-dire, quand tu as du pouvoir, tu te rends pas compte que que t'en as. Et quand tu as des idées, voilà, que tu te dis que l'avenir, c'est ça, tu traces ton chemin, tu te dis, ça va être ça, on va faire ça. Et les gens qui est à côté, tu les écoutes même plus, en fait. Parce que tout le monde te dit que tu as toujours eu raison, que tu as raison, etc. Que, en fait, tu peux même plus penser que tu t'as tort. Et ça, c'est un très, très gros problème. Et c'est pour ça que c'est bien de rester dans le monde de l'entreprise, parce que l'entreprise te rappelle que tu peux avoir raison, mais tort à court terme. C'est un bon cas d'école, c'est Zuckerberg, il a sûrement raison à long terme sur le métaverse, mais il a très tort à court terme et il dépense beaucoup d'argent. Et du coup, il est obligé de danser sur ses deux pieds pour que les investisseurs le matraquent pas non plus, parce que les investisseurs sont des animaux qui ont des pensées extrêmement diverses, c'est-à-dire que tous les investisseurs vont se viser le long terme en faisant beaucoup de gains, mais ils ont tous un cerveau de très court terme. Voilà. Et il y a un schisme complet, c'est on veut faire beaucoup d'argent, mais on pense que ce que la boîte va gagner dans les 24 heures qui suivent, les 48 heures qui suivent, etc. Donc c'est un truc très… Et c'est pour ça, et dès que tu sors un peu du monde de l'entreprise, que tu t'en défocus, comme l'ont fait, comme l'a fait par exemple Bill Gates, etc., et que tu rentres vraiment full dans le monde de la philanthropie, là tu commences à avoir beaucoup de pouvoir sur ce que les universités vont faire comme type de recherche, etc. Mais tu peux ne même pas t'en rendre compte, quoi. Parce que toi, tu te dis, j'essaye de faire le mieux, et comme il n'y a personne pour faire ton contre-pouvoir, comme tu l'as dit, tu t'en rends même pas compte. Et ça, tout le monde peut s'en rendre compte si vous avez été patron. Il y a plein d'histoires de patrons qui se retrouvent à coucher avec leur secrétaire, etc. Et on se dit quelques années plus tard, bah ouais, mais il a abusé de sa secrétaire. Et t'en as plein qui vont se dire, alors t'en as plein qui savent très bien qu'ils abusent de leur secrétaire, etc. Mais t'en as plein qui vont te dire, c'était inconscient. Il y avait un pouvoir hiérarchique que j'avais sur elle, mais je me rendais même pas compte que j'avais ce pouvoir hiérarchique. Ils se trouvaient attirants et ils pensaient que la secrétaire, elle venait leur tailler des pipes parce qu'elle était attachée à eux et qu'il y avait une relation amoureuse ou de séduction. Et en fait, la seule relation qu'il y avait, c'était que la secrétaire se disait, si je le fais pas, je vais me faire virer ou je vais pas avoir ma promotion ou voilà. Et ça, tu peux ne pas t'en rendre compte quand t'es patron. Et donc, c'est très compliqué un peu. Ce genre de choses, c'est quand tu as du pouvoir, c'est est-ce que tu te rends compte que tu as ce pouvoir-là? Et dans la Silicon Valley, tu en as plein qui s'en rendent pas compte et qui se disent que comme ils veulent faire le bien, en fait, ouais, ils veulent faire le bien. Ok. Et du coup, alors c'est intéressant ce que tu dis, Arthur, parce que en plus c'est une très très d'actualité, tous les problèmes qui sont en train de ressortir sur la domination et tout ça. Mais pour en revenir aux accélérationnistes, est-ce que tu crois que le mouvement accélérationniste est un petit peu moins dans l'idée de la centralisation des pouvoirs par certains et un petit peu plus dans ce qui doit émerger émerge, ce qui doit disparaître disparaît. Et du coup, est-ce que tu penses pas que… Les accélérationnistes, c'est l'idée un peu américaine de tout temps. C'est l'idée que on est dans une course, le but c'est d'aller le plus vite possible et celui qui arrive le premier sur la ligne d'arrivée, il a gagné. Voilà. C'est pure idée américaine. Et l'idée, c'est que quand on est dans de l'innovation de rupture, etc., il faut que l'État mette le moins de carcans possible et donne la possibilité à plusieurs acteurs de partir sur la ligne de départ. Et on prend le meilleur à la fin et on dit qu'il a gagné et voilà, on avance. Et le but, c'est que la voiture de course, elle aille le plus vite possible. Et si on fait une sortie de route, c'est pas grave. C'est un pur modèle où on a de la destruction créatrice et où on a une capacité un peu dans la tech, on appelle ça du break and make. Donc on casse, on fait, on casse, on fait, on casse, on fait, et on apprend petit à petit. C'est aussi appelé le test and learn. Donc on fait, on voit, ça merde, c'est pas grave. On a appris, on recommence et on essaye d'avoir des cycles de plus en plus courts et d'aller de plus en plus vite. Voilà. Le bel exemple, c'est SpaceX avec Elon Musk.
Elon Musk fait énormément de ratés. C'est-à-dire, si tu prends, par exemple, versus Ariane Espace chez nous, Ariane Espace a très très peu de lancements qui sont ratés. Vraiment très peu. Avec des explosions de fusées, etc. Si tu prends ça sur les 20 dernières années, il y en a vraiment très très peu. SpaceX a très souvent des fusées qui explosent. Pourtant, qui c'est qui est en train de gagner? C'est SpaceX. Pourquoi? Parce qu'en fait, Ariane Espace veut la perfection. Donc, comme ils veulent la perfection, ils avancent très très lentement, mais c'est très sécurisé. Voilà. SpaceX, c'est tout l'inverse. SpaceX, ils disent: oh, la fusée, elle explose. Bon, c'est pas grave. On a On en appris fait quelque une autre. chose. Et par contre, si la fusée, elle explose, on sera capable de définir pourquoi elle explosait. Donc, dans la nouvelle fusée, on fera en sorte que ce problème-là, il n'existe pas. Et donc, s'il y a tant de fusées qui explosent, au bout d'un moment, on a vu tous les problèmes en cas réel. On a eu des données sur tous les problèmes en cas réel. Et donc, c'est sûr qu'on va réussir. Voilà. Et c'est ces deux courants de pensée un peu qui s'opposent. Et c'est pour ça que, en fait, les altruistes sont pour qu'il y ait quand même un cadre. Parce que les altruistes vont te dire: ah oui, mais si la fusée elle explose, ça va faire des débris, ça peut tuer des gens, ça peut faire de la pollution. Donc il faut demander aux boîtes qui font des fusées d'être sûres d'elles quand ils vont lancer. Et les accélérationnistes vont te dire: non, ça c'est de la connerie. L'État devrait dire que le but c'est d'aller sur la Lune le plus vite possible ou d'aller sur Mars le plus vite possible, donner des ronds à une dizaine d'entreprises différentes et dire: maintenant vous avez tous le même capital de départ. Maintenant, montrez-nous quel est celui qui est le plus capable de faire. Et voilà. Et petit à petit, c'est la stratégie un peu de la DARPA. C'est-à-dire tous ceux qui sont accélérationnistes sont issus un peu d'un courant de pensée qui est d'ailleurs très particulier parce que c'est un courant de pensée qui a été biberonné par une institution américaine étatique qui s'appelle la DARPA, qui est l'agence de recherche américaine. D'accord? Et le principe de la DARPA, qui a investi sur SpaceX au début et sur beaucoup de sociétés, c'est: tu prends une dizaine de sociétés dans un domaine que tu veux résoudre, tu vas donner 15-20 millions à tout le monde, puis quelques mois plus tard, tu reprends tout le monde, tu regardes ce que tout le monde a fait, tu en enlèves deux ou trois, et hop, tu redonnes un peu des sous. Et puis tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Et puis arrivé à un moment, tu vas en avoir que deux, trois ou quatre. Et puis à ce moment-là, tu dis: bon, bah, vous allez voir le secteur privé, vous faites financer et on va voir qui c'est qui va gagner. Et tu as fait un principe de sélection comme ça. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Voilà. En tout cas, ça a marché aux États-Unis. Ça, c'est clair. On a essayé de faire ça à l'échelle européenne depuis quelques années. Ça marche pas très bien parce que le problème, c'est qu'on essaye déjà de se poser la question de quel acteur vient de quel pays, etc. Et donc, quand on commence à dire: ah oui, mais il faut qu'il y en ait un qui vienne de Belgique, un qui vienne de France, un qui vienne de machin, et quand on fait le premier départ, qu'on en a de un de chaque pays et qu'il faut faire une sélection et qu'il faut en enlever de certains pays et que certains pays disent: ah non, mais nous, on n'est pas d'accord, on va pas enlever les nôtres. Donc, on en avait 10, on en garde encore 10, on en garde encore 10, et à la fin, bah, le système, il marche pas, quoi. Tu finis avec l'Eurovision. C'est à peu près ça, voilà. C'est à peu près ça, et tu n'as pas de sélection des talents. Mais on va dire que dans les accélérationnistes, c'est vraiment purement ça. C'est d'avancer extrêmement loin là-dessus et de donner beaucoup d'argent. Voilà. En fait, ce que je retiens, moi, des accélérationnistes, c'est quand même des gens qui ont une foi dans le système énorme, quoi. Ils ont plus foi dans le système. C'est un peu comme les libertariens en économie qui pensent que si Oui, on oui, laisse oui. les marchés complètement libres, ça marchera beaucoup mieux que si on laisse l'État intervenir. Bah, en Voilà. fait, la sous-pensée, et ça, c'est une pensée que moi, voilà, c'est Peter Thiel qui me l'avait raconté. La technologie n'est ni bien ni mal, elle est forcément grise. Tu peux en faire du blanc et tu peux en faire du noir, tout dépend qui va l'utiliser. Et le grand truc qu'il me disait, c'est: tu prends un très très grand scientifique comme putain, le mec qui a fait E égale MC2 là, Einstein. Tu prends Einstein, il s'en voulait beaucoup d'avoir fait ça et d'avoir permis l'arrivée du nucléaire. Et en fait, Peter Thiel, quand vous discutez avec lui, il vous dit: non, mais en fait, Einstein, le problème, c'est que il portait un poids, c'était la mort de tout le monde, qui était dû à cette innovation qu'il avait créée et à ce que ça allait pouvoir engendrer. Et il portait ce poids des morts futurs et présents sur ses épaules et il n'arrivait pas à l'ingérer parce que c'est complexe.
Quand tu crées une techno et que tu sais que cette techno, elle peut être utilisée pour faire du mal à des centaines de millions de personnes, voire même des milliards, te coucher le soir, ça doit pas être facile. Voilà. Mais en fait, lui, il te dit, OK, mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que si on n'avait pas eu le nucléaire et qu'on était maintenant, bah, en fait, la planète serait beaucoup plus chaude parce qu'on aurait plus brûlé de carbone, plus brûlé de pétrole, de charbon, etc., parce qu'on n'aurait pas eu le nucléaire. Et on n'aurait peut-être pas été capable de mettre fin à la guerre avec les Japonais, donc on serait peut-être encore en guerre avec les Japonais. Il y aurait peut-être encore des centaines de milliers de jeunes Américains qui mourraient et de jeunes Japonais qui mourraient tous les ans. Et donc, en fait, l'idée de Peter Thiel, c'est de te dire, ben, il y a du positif, il y a du négatif, mais quand on parle d'une techno, on voit toujours que le négatif et jamais le positif de long terme. Et on omet le côté, ça nous a permis d'avoir du positif de rentrer là-dedans. Et c'est pas forcément négatif. Enfin, c'est pas forcément con quand il te dit ça. Parce que c'est vrai que quand tu regardes, beaucoup de gens vont te dire dans la techno, ils vont te prendre l'exemple de Einstein avec le nucléaire. Mais c'est vrai que si on n'avait pas eu le nucléaire, est-ce qu'on aurait eu le développement économique qu'on a eu? Est-ce qu'on aurait pu réussir à finir la guerre comme on a réussi à la faire? Pas forcément. Et si on n'avait pas eu le développement économique qu'on a eu, est-ce qu'il y aurait eu plus de morts dues à des manques de chaleur l'hiver, etc. Est-ce qu'il y aurait plus de morts parce qu'on avait finalement développé l'économie aussi vite que ce qu'on l'a fait avec le nucléaire, mais comme on avait eu brûlé plus de charbon et de pétrole pour y arriver, ben on serait peut-être 2 degrés au-dessus par rapport à ce qu'on est maintenant, et il y aurait peut-être 3 fois plus de catastrophes que ce qu'il y en a maintenant. Et si tu veux, c'est ultra complexe au final. C'est pour ça que c'est très compliqué de dire, est-ce que, quand les gens me disent, mais le camp du bien, est-ce que c'est les altruistes, les accélérationnistes, etc. Je ne sais pas. Là, c'est des questions éminemment spirituelles parce que en spiritualité, les gens demandent toujours, mais pourquoi, si Dieu existe, a-t-il fait Hitler? Pourquoi, ou n'importe quel autre dictateur? Pourquoi est-ce qu'il y a du mal, etc., etc. Et en fait, on peut se poser cette question effectivement, mais on peut aussi se dire que s'il n'y avait pas ça, l'humanité, bah, elle serait parfaite déjà et elle n'aurait pas à progresser. Et on n'aurait rien à faire et on serait, on pourrait juste dorer la pilule tranquillement au soleil. Et en fait, on a énormément à apprendre, on a énormément à se tromper pour progresser. Et ben, c'est la vision. Dans certains accélérationnistes sont des gens qui croient en Dieu, et quand tu parles avec eux, et je connais beaucoup d'accélérationnistes qui sont chrétiens, et quand tu parles avec eux et tu leur dis, ouais, non, mais c'est quoi ton truc? Parce que, en vrai, il y a aussi beaucoup de juifs dans les accélérationnistes. Quand tu crois à l'être suprême, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait la terre parfaite dès le début? Et en fait, eux, ils viennent, ils te disent, non, mais parce que s'il avait fait la terre parfaite, on n'aurait rien à faire, et du coup, on n'aurait aucun intérêt d'être là. Donc, notre but, c'est d'atteindre la perfection, mais en fait, c'est quasiment inatteignable. Donc, on se fait toujours en sorte de faire le mieux. Et du coup, on évolue vers le mieux, vers la perfection, mais un truc qu'on ne peut jamais atteindre. Et c'est pour ça qu'ils sont accélérationnistes et qu'ils veulent toujours aller un peu plus loin. Voilà. Moi, je ne suis pas de ce courant de pensée-là. Si je croyais en Dieu, je me dirais que il aurait fallu faire le truc optimalement dès le début, et on aurait pu quand même innover, faire d'autres choses, vivre d'amour et d'eau fraîche, quoi. Enfin, je sais pas, on aurait fait la fête, comme la vision du paradis. Après, j'en sais rien, comme je suis pas religieux, je sais pas. Mais il y en a effectivement qui sont là-dedans, dans la religion, et qui te disent, bah voilà, la technologie, c'est ce que nous a donné Dieu pour se rapprocher de lui, et faut qu'on travaille là-dessus, même si on sait qu'on pourra jamais l'atteindre. Bon. Là-dessus, je peux pas vraiment parler parce que c'est clairement pas un truc qui me chauffe dans mon esprit. Et c'est un truc que je partage pas. Donc, et surtout, je n'ai pas cette spiritualité de base. Donc, Non, mais par contre, tu penses que la technologie va permettre au bien-être et va participer au bien-être de l'humanité? Ah oui, oui.
Mais je pense que enfin, moi, j'ai toujours dit, tout ce qui est technologie robotique, intelligence artificielle, etc., c'est des super vecteurs pour que l'humanité aille bien, bien, bien mieux. Voilà. Euh, je pense que, par exemple, pour moi, le plus bel exemple, c'est les robots. Quand on me dit les robots, ils vont détruire du travail, c'est la problématique suprême, etc. Moi, je dis, mais c'est génial. C'est génial. En vrai, je vais être honnête avec les gens. Alors, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui sont choqués, etc. Mais est-ce que l'alpha et l'oméga de l'humain, c'est d'avoir quelqu'un qui passe le balai toute la journée? Est-ce que c'est spirituellement, intellectuellement profond de passer le balai? Est-ce que ça te remplit un homme? Que ça soit intéressant de le faire, ok, ça, je ne dis pas le contraire. C'est sûrement intéressant de le faire. Et voilà, si tu t'occupes pas de ta maison et si tu t'occupes pas des tâches ménagères, il y a sûrement des trucs que tu loupes. Et là-dessus, je suis très mauvais si tu écoutes ma femme. Donc voilà, il y a pas de problème. Non, non, mais il y a sûrement des trucs que tu comprends pas parce que enfin voilà, tu vas laisser tout n'importe comment, etc. Et c'est bien d'avoir conscience de tes actes. Et donc pour en avoir conscience, il faut gérer les merdes de tes actes un petit peu. Donc si tu laisses traîner ton assiette parce que tu as fini de grignoter ou un truc comme ça, bah, s'il y a toujours quelqu'un qui passe derrière toi et qui l'enlève et qui nettoie tout, tu poses, tu te dis oh c'est magique, ça s'en va, tu vois. Voilà. Donc, mais je pense que c'est pas épanouissant pour quelqu'un de passer le balai 24 heures dans la semaine et de se faire chier à nettoyer les trucs. Donc, si c'est un robot qui peut le faire, c'est mieux. Ça ne veut pas dire qu'il faudra laisser tout en porcherie et que parce qu'il y a un robot, il ne faut pas le respecter, etc. Je pense qu'il faudra quand même respecter les robots et avoir un minimum de tenue. Sinon, bah, le cadre de la nation ne tient plus, quoi. Si plus personne n'a de respect pour rien, ça ne marchera pas. Mais par contre, je pense que les gens ont bien mieux à faire de leur journée, bien mieux à faire de leur intellect. Et je pense que tout le monde a des capacités, tout le monde a des talents propres de réflexion. Et que le propre de l'humanité, c'est d'aller essayer de travailler ses talents et ses capacités de réflexion en faisant faire des choses qui ont une vraie valeur et qui ne sont pas des travaux qui pour moi sont sans plus-value pour l'avenir de l'humanité. Donc, tourner des burgers dans un McDo, pour moi, ça n'a pas beaucoup de plus-value. Nettoyer le sol, ça n'a pas beaucoup de plus-value. Livrer des cartons, ça n'a pas beaucoup de plus-value, etc. Par contre, je pense que, tu vois, être vendeur dans un magasin et conseiller les gens, conseiller le petit vieux qui va venir à la Fnac pour lui dire son PC qui va lui convenir, qui va lui permettre de voir ses comptes, qui va être bien, qui va avoir la taille d'écran, qui va être la bonne pour qu'il puisse vraiment voir, qui va avoir le bon antivirus pour pas qu'il se fasse avoir, etc. Ça, c'est de l'humain. Il y a besoin d'une connexion, il y a besoin de quelque chose. Gérer des enfants à la maternelle, etc., c'est de l'humain. Il y a besoin de former les enfants, de les accompagner dans leur création et leur mappage intellectuel etc. C'est de l'humain. L'éducation, c'est de l'humain. Mais c'est pareil, un bon exemple, c'est l'école. Je pense que être au tableau et réciter des choses devant des élèves, ça n'a aucune plus-value et si c'est un robot qui le fait, c'est très bien. C'est peut-être même mieux parce qu'au moins tout le monde aura la même chose, ça sera uniformisé, on sera sûr que tout le monde aura plus ou moins le même cours et on s'évite le fait d'avoir quelqu'un qui a un cours un peu différent, d'avoir un prof qui peut partir en live, etc. Par contre, je pense que tu ne peux pas laisser des enfants devant un robot. Je pense qu'il faut des profs, des gens qui sont physiquement là, mais je pense que la qualité d'un prof, c'est d'aller essayer de transmettre quelque chose de plus à ses élèves et non pas d'aller transmettre forcément du savoir, parce que le savoir, le robot peut le faire et le cours peut être fait informatiquement, etc. Par contre, c'est aller transmettre de l'éducation, justement. Comment vivre avec les autres, comment accompagner celui qui a le plus de difficultés, comment comprendre les dynamiques de groupe, intra-groupe que tu vas avoir et comment essayer de les apprendre, de les accepter parce que vivre en groupe, c'est pas si facile parce que dans le groupe, tu as plein de gens différents, etc. Et c'est une vraie notion d'apprentissage. Et pour moi, le temps humain qu'on va avoir plus tard, le travail que vont faire les hommes, c'est de former d'autres hommes à toutes ces choses-là. Et ça, la machine ne pourra pas le faire. Et ça va nous débloquer du temps pour faire ce genre de choses. Et
pour moi, c'est bien plus intéressant pour l'homme de faire ce genre de choses que d'aller dicter une dictée aux enfants. Voilà, bon. Que la Il y a une- dictée, elle soit dictée par un robot ou par quelqu'un. Voilà. Par contre, peut-être que quand la dictée est là, ce qui est intéressant, c'est que le prof, il ait le temps justement de passer entre les élèves, de voir celui qui a du mal, que à celui qui a du mal, il lui chuchote un petit truc en plus en lui disant, c'est rappelle-toi, est-ce que mais où est donc Ornicard voilà, tu vois, des petits tips. Toute la classe n'en a pas besoin. Et c'est peut-être très bien de ne pas dire ces tips-là à toute la classe parce que ça permet à certains d'avoir un challenge qui est plus haut. Et voilà. Et ça, tu ne peux pas le faire quand tu es en train de dicter parce que tu fais un one size fit all. Et je pense que justement, la robotique, la technologie, etc., va nous permettre de sortir de ce one size fit all en allant vers de plus en plus de capacités d'être proche de l'être unique. Quoi. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant et ça recoupe peut-être aussi avec votre truc de spiritualité, etc. Bah écoute, en tout cas, moi ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a des choses qui ont du mal à être communiquées d'un robot à un humain, notamment des choses qui sont importantes dans la recherche, dans le business ou en maths ou partout, c'est l'intuition. Et l'intuition, c'est un truc dont on aura toujours, enfin, c'est toujours plus agréable d'avoir un maître ou un humain qui va t'expliquer comment ça fonctionne et dans quel cas l'utiliser et comment avoir confiance en son intuition, etc., plutôt que d'un robot. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que les robots pourront prendre pas mal de choses à leur compte et nous épargner certaines tâches difficiles, même si certaines tâches, encore une fois, peuvent être faites en conscience et parfois ça peut faire du bien de nettoyer un petit peu chez soi ou de faire sa propre vaisselle, C'est etc. l'équilibre Parce en que, fait. ouais, C'est-à-dire qu'il faudra continuer à les faire de temps en temps, mais ça restera des choses qui sont ponctuelles pour que tu sois capable de te dire ah ouais, il y a quand même ça, c'est quand même complexe, etc. Donc il ne faut pas totalement le déléguer, sinon tu deviens totalement assisté et tu perds une capacité de faire. Et ça, je ne pense pas que ça soit une bonne chose pour l'homme et pour l'humanité. Mais je pense qu'après, le faire 15 fois dans la semaine, etc., ça n'a pas d'intérêt, tu vois. Voilà. c'est clair. Et il faut le juste milieu. Et c'est là que c'est très compliqué de trouver le juste milieu et de donner à l'humanité le juste milieu. Et c'est là où tu peux avoir l'État qui rentre en compte, tu peux avoir l'éducation qui rentre en compte, toutes ces strates de la société qui sont différentes, qui peuvent te donner un cadre et essayer de faire respecter ce cadre-là. Mais c'est pas si simple. Hein. C'est vraiment pas simple. Bon, on en revient sur le débat qu'on a eu aujourd'hui autour de l'altruisme et de l'accélérationnisme, où sans doute que la vérité se trouve quelque part entre les deux. Oui, Mais oui. peut-être que c'est qu'avec le temps qu'on arrivera à la trouver. Oui, après, je pense que, enfin, pour reprendre OpenAI, qui était quand même le sujet, hein, chez OpenAI, tu en avais trois qui étaient accélérationnistes, qu'on virait un peu Sam Altman, et Sam Altman est revenu parce que les équipes voulaient ça. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi pour nous. C'est-à-dire que quand tu as sur 750 personnes, 800 personnes, 85% de OpenAI qui menacent de quitter la boîte et d'aller chez Microsoft, c'est quand même que les gens sont plutôt tous dans l'accélérationnisme et veulent créer quelque chose. Donc ça, c'est intéressant parce que ça te montre que le courant accélérationniste qui était avant surtout sur des chefs d'entreprise, etc., est en train d'arriver chez le commun des mortels, avec des gens qui se disent, bah ouais, il faut innover, il faut aller plus vite. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que scientifiquement, la masse, entre guillemets, est en train de devenir de plus en plus accélérationniste alors qu'avant, elle était plutôt altruiste? Ça, c'est quelque chose d'intéressant sur lequel je n'ai pas vraiment de réponse, etc. Après, je pense aussi qu'on se fait très peur sur l'intelligence artificielle. Il faut quand même faire attention. Hein, voilà, c'est des choses où on en reste au début. Pour moi, le robot, certes, on avance très vite. Certes, OpenAI a pris un peu d'avance et a réussi à faire des choses qui sont intéressantes. Et certes, il y a des risques à l'intelligence artificielle. Mais voilà, le robot, enfin le modèle d'OpenAI n'a pas de conscience. Alors on peut dire qu'il développe des ersatz de conscience, mais on en est très très loin. On est vraiment sur quelque chose qui va être voilà, un enfant en très 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 bas âge quoi. Alors on peut Moi, je, avancer.
Je me demande, excuse-moi, mais je me demande si justement essayer d'agiter des peurs autour de l'intelligence artificielle, c'est pas aussi une façon de garder le pouvoir en disant, bah attendez, il y a ces peurs-là, mais nous on a la Ah, solution pour. si. Tu vois. Mais si, c'est l'exemple typique du corporatisme des fonctionnaires français à qui on a appris en long, en large, en diagonale dans toutes leurs études. Et enfin, moi, je donne des cours dans des grandes écoles d'ingénieurs, dans des grandes écoles de commerce et tout ça. Et le truc le plus malheureux qu'on enseigne à ces gens-là, c'est qu'on leur enseigne que ça va être l'élite et on leur martèle tellement qu'ils en sont convaincus. Or, c'est une connerie. On ne devrait pas leur enseigner que c'est l'élite. On devrait leur enseigner qu'ils vont avoir des choses à faire, qu'ils vont avoir des responsabilités, etc., mais pas que c'est l'élite. Et donc, en fait, ils sont tellement convaincus de ça qu'ils en arrivent à dire des conneries. Et nous, en France, on a eu un bon exemple. Quand ChatGPT est sorti et que tout le monde disait ah bah ouais, il faut peut-être travailler sur l'IA et tout ça, on a eu le ministre du numérique qui a dit non, mais c'est un bête perroquet, ChatGPT. Non, c'est pas un perroquet. Que le modèle à la base soit un modèle de perroquet, oui. Le modèle de ChatGPT, c'est que tu prends beaucoup d'informations, tu mets dans un modèle, tu prends beaucoup de gens qui vont poser des questions, et puis il va essayer de prendre les réponses à droite à gauche et de te les donner et de te les formater pour que ça soit simple à comprendre et que ça réponde vite à ta question. Donc à la base, ça peut être un modèle de perroquet. Mais toute l'intelligence de ces trucs-là, c'est que ça évolue et c'est cette évolutivité. Et ce qui est dommage, c'est que en fait, il aurait dû dire oui, à l'heure actuelle, c'est un modèle de perroquet. Il y a des problèmes, donc on ne peut pas l'utiliser dans l'éducation parce qu'il y a des hallucinations, des machins. Donc il ne faut pas que les élèves soient comme ci, comme ça. Mais il y a moyen de réussir à faire quelque chose. Et il faut essayer de travailler. Moi, je vais prendre cet exemple-là. Hein, en école de commerce et en école d'ingénieur, tous les profs disent ChatGPT est interdit. Moi, je suis le seul, quand j'arrive dans mon cours, je leur dis examen, cours, etc. ChatGPT, c'est autorisé. Je vous encourage même à l'utiliser. Et ceux qui ont les meilleurs prompts, je les invite au restaurant à la fin de l'année. C'est ma méthode et c'est comme ça que je fais. Je leur envoie ça. Et en fait, ils sont tous là en train de me dire ah oui, mais on a le droit de tricher et tout ça. Je leur dis non, 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 non. Je leur dis lisez bien ce que j'ai marqué dans le message. J'ai dit que ce que je voulais que vous fassiez avec ChatGPT, c'est que vous travaillez main dans la main. Donc, tu travailles avec ChatGPT. Si c'est ChatGPT qui fait tout le travail et que toi, tu fais juste copie, je te fous un zéro, je te casse la gueule. Si par contre, tu as été prendre de l'information dans le ChatGPT que tu as co-construit et que c'était ta deuxième jambe et qu'à un certain moment, tu t'es dit, oh là, je trouve que ce que me dit le ChatGPT là, ça me paraît pas tout à fait réel. Il y a un truc qui me paraît bizarre. Je vais chercher à côté. Que tu cherches, etc. À ce moment-là, tu as utilisé une nouvelle technologie pour créer ton papier, ta disserte, etc. Mais je suis très heureux que tu aies utilisé cette nouvelle technologie-là. Parce que je pense qu'il faut utiliser tout ce que les technologies nous apportent pour se faciliter la vie, aller plus en profondeur, comprendre mieux les choses, etc. Mais ce que je leur demande, c'est bien de co-créer. Voilà. Et moi, j'ai un truc qui est très simple, hein, c'est quand ils arrivent, généralement, chez moi, ils font toujours des dissertes ou des trucs comme ça. Ils m'envoient la disserte. Moi, à chaque fois, je leur dis, vous savez, vous faites des dissertes, je vous demande 10 à 15 pages, c'est beaucoup, voire même plus. Je ne vais pas les lire. Alors déjà, généralement, ils ont tous les boules. Tu vois. Ils sont là, ils sont au début de l'année, je leur dis, je ne vais pas les lire, et vous allez les écrire. Et ils me disent, ouais, mais si tu ne les lis pas, etc. Je leur dis, non, mais vous allez voir. Taisez-vous, vous allez voir. Vous n'allez pas les lire, je ne vais pas les lire. Je vais vous interroger à l'oral sur votre sujet. Qu'est-ce que vous avez réfléchi, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Si je juge que c'est bien fait, qu'il y a une structuration de pensée, que vous avez réfléchi au truc, que vous avez bien compris les problématiques, que vous les avez adressées, etc., je vous mets une bonne note. Et je ne vais même pas lire votre papier. Et si vous avez travaillé avec ChatGPT, travaillé avec machin, etc., c'est pas grave. Si par contre, je me rends compte que quand je vous pose des questions, vous n'êtes pas sûr, à ce moment-là, je vais lire votre papier. Je vais vous faire passer à l'oral, je vous interroge un peu sur votre papier, j'essaie un peu de gratter un petit peu une deuxième fois à l'oral. Si vous n'êtes pas capable de répondre, ça veut sûrement dire que vous avez délégué beaucoup à ChatGPT et qu'au final, vous ne connaissez pas vraiment la finalité. Là, on va déjà pas être très copains. D'accord ? Et si vraiment vous connaissez rien et que je me rends compte que l'oral c'était catastrophique et que le papier il est génial, c'est qu'il y a un problème.
Ou alors, c'est que vous avez des problèmes comment ça s'appelle, de prise de parole en groupe, etc. Mais ça, c'est des trucs que tu peux analyser en tant que prof quand tu discutes tout au long de l'année, à chaque cours. Tu vas bien voir ceux qui ont plus de mal à venir au tableau, ceux qui ont plus de mal. Ça te demande de travailler un petit peu, d'aller les pousser un peu. Et ceux-là, il faut que tu les prennes un peu à part, que tu leur donnes des horaires un peu à part, que tu essayes de les dynamiser un peu. Et la notation est un petit peu différente. Mais si tu veux, il ne faut pas avoir peur de l'outil. Et la plupart du temps, surtout en Occident, en Europe, on a souvent peur des outils technologiques. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut les embrasser et il faut essayer de les utiliser de la manière la plus intelligente possible. Parce que si tu en as peur, si tu es comme d'autres profs qui disent « Moi, ça me fait chier, les élèves, ils sont tous sur ChatGPT, alors j'utilise plein de technologies pour essayer de voir s'ils ont copié sur ChatGPT, mais il n'y a rien qui marche vraiment. Puis après, je me mets en conflit avec mes élèves, puis avec les parents de mes élèves, parce qu'au final, il y en a qui me disent « Mais ils n'ont pas utilisé ChatGPT, mais moi, le logiciel me dit qu'ils ont triché, etc. » Tu te pourris la vie. Tu te pourris la vie, ça marchera jamais. C'est pisser contre le vent. La seule chose que tu vas faire, c'est ton urine te revient dessus et ça t'énerve, quoi. Donc, faut l'embrasser et te dire ah ouais, il y a ça. Bon, go, allons-y et faisons les choses intelligemment. Et malheureusement, en Europe, aux États-Unis, ils le font un peu plus, mais en Europe, on a beaucoup de mal à embrasser la technologie et à dire ok, il y a des côtés négatifs, mais comment est-ce que je maximise les côtés positifs pour minimiser les côtés négatifs? Restez positif. Bah, écoute, Arthur, je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Merci encore, c'était passionnant. J'espère que Bah ouais, les spectateurs trouveront ça tout aussi passionnant que moi. Et puis, qu'est-ce que tu voulais dire une chose? Ouais, s'ils en veulent un deuxième, etc., on peut continuer. Ils peuvent poser leurs Ah bah, questions et on peut faire un deuxième live ou un deuxième truc suivant leurs questions, etc., dans un mois, 2 mois, 3 mois. Parce que c'est un sujet qu'on a juste effleuré, mais je pense qu'il y a sûrement des choses et sûrement des questions pour certains qui sont voilà, plus dans la religion, plus dans la spiritualité, des choses où on peut discuter, ils peuvent te poser des questions et il peut y avoir des choses qui peuvent être intéressantes, quoi. Donc on peut en reparler une autre fois. Et de toute façon, comme la technologie évolue, il y a toujours des choses à raconter. C'est ça qui est bien. bon, bah génial. Bah, merci encore, Arthur, et à bientôt. Ciao, ciao! Salut!